de retour sur ce live du Forum des projets urbains où je reçois Patrick Le Gallès, qui est directeur de recherche au CNRS, au Centre d'études européennes et de la politique comparée de Sciences Po, et doyen de l'école urbaine de Sciences Po. Et en duplex, nous recevons Pierre Mansart aussi, qui est ancien élu chargé de la métropole du Grand Paris auprès de la mairie de Paris. Et parce que bien évidemment, avec de telles personnalités, nous allons parler de gouvernance du Grand Paris. Je vais faire intervenir d'abord dans un premier temps Pierre Mansart pour nous faire un rapide historique, si vous voulez bien, de cette construction de l'échelle grand parisienne. Oui, ben, c'est une histoire, je vais essayer d'aller très vite puisque l'histoire est un peu longue, elle s'étale sur 15 ans. À l'initiative de la ville de Paris, Bertrand Delanoë, en 2006 se crée la conférence métropolitaine qui se veut une scène politique innovante. En 2009, cette conférence métropolitaine se transforme, devient Paris Métropole qui regroupera jusqu'à 220 collectivités adhérentes. Et puis, la situation est modifiée par l'initiative de Nicolas Sarkozy qui lance un projet, une consultation internationale d'architecture et d'urbanisme sur le Grand Paris. Et par la suite, trois lois. La loi de 2010 qui crée la Société du Grand Paris qui est chargée de réaliser une infrastructure de transport, le métro en rocade, donc premier acte très concret. Et 2014-2015, les lois d'affirmation MAPTAM, d'affirmation des métropoles, et loi NOTRe qui crée la métropole du Grand Paris le 1er janvier 2016. Donc une sorte d'intercommunalité avec un certain nombre de communes, avec les communes de Paris, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine, plus quelques communes de l'Essonne et une commune Argenteuil et en même temps des établissements publics territoriaux. Voilà donc brièvement résumé l'histoire de la construction politique de cette gouvernance du Grand Paris. On n'aurait pas pu faire plus court et plus concis. Euh, Patrick Le Gallès, vous avez peut-être quelques remarques sur cette genèse, sur les différents enseignements que vous avez pu tirer au regard de cette constitution par rapport à d'autres métropoles mondiales? Alors, d'abord, merci, bonjour. En effet, d'abord, ce que dit Pierre est tout à fait exact, et j'ajouterai deux petits éléments. D'abord, c'est quand même des vieilles histoires, hein. Il y a une vieille histoire de Paris qui croît par des annexions ratées. Vous vous rappelez également du département de la Seine, vous vous rappelez des années 60 et de la tentative. Donc, de toute façon, la question de la gouvernance du Grand Paris, c'est toujours un problème, parce que c'est toujours compliqué, il y a toujours des populations extrêmement diverses, et c'est toujours un problème pour l'État. Donc c'est à la fois un problème au niveau local, mais c'est aussi un problème pour l'État. Donc ce qu'on voit arriver, ce qui est intéressant dans l'initiative qui a été menée par la municipalité de Lannoy, c'était le poids des élus qui eux-mêmes, en s'associant avec d'autres élus de la banlieue, décident de porter un projet. Et ça, c'était vraiment original. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un problème qui se pose à peu près partout. C'est-à-dire qu'on se pose la question du Grand Pékin, on a des problèmes avec le Grand Los Angeles, on a des problèmes avec le Grand São Paulo, et bien sûr, ce qui est important dans le cas parisien, c'est le cas de Londres. Il faut se rappeler que dans les années 2000, Londres est en pleine explosion économique, en pleine explosion démographique, est vraiment en train de devenir la capitale économique européenne, gagne les Jeux Olympiques. Donc il y a aussi un sentiment à un moment donné dans la région parisienne et autour de Paris qu'il faut un peu s'organiser différemment pour éviter disons, un relatif déclassement par rapport à Londres. Vous savez, se mettre contre les Anglais a toujours été une façon de s'unifier. Aussi, Donc oui. ça fait aussi partie dynamique. Donc j'insiste sur le fait que c'est une histoire originale, et Pierre Mansart l'a rappelé, entre les élus et l'État, mais c'est aussi une histoire qui est très comparable, parce que dans pas mal d'endroits, on va tenter de faire ce genre de choses, toujours avec difficulté. Vous avez parlé du rôle de l'État, ce qui est quand même assez rare, je crois, pour la constitution d'une grande métropole. Pierre Mansart, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Moi, je pense que après une période comment dire, de vigilance de l'État sur cette affaire très puissante, puisque par exemple, il y a encore un préfet de police à Paris, bon, qui a perdu beaucoup de ses pouvoirs, mais qui encore dans les années 2000 jouait un rôle extrêmement important. Et donc, on a assisté, à mon sens, au recul de l'État
dans le sens où il décide de ne pas trop intervenir, retrait du syndicat des transports, par exemple, en 2006, et c'est seulement la réapparition avec la Société du Grand Paris, puisque la Société du Grand Paris est une société à majorité État, que l'on a le retour d'un État, d'une certaine façon, un peu aménageur, mais uniquement sur un seul aspect, sur cet aspect transport, réseau de transport. Dans tous les autres domaines, on peut s'interroger, on y viendra certainement à la discussion, parce que la gouvernance n'a d'intérêt que si on parle de la vie des gens, de leur qualité de vie, fondamentalement, de leurs conditions de vie en tout cas. Et donc, l'État n'est pas très présent dans cette métropole parisienne en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de sécurité. Il y a des interrogations très fortes. Il y a un rapport parlementaire qui a été établi par des députés de la majorité sur la Seine-Saint-Denis qui montre cette difficulté. Donc, 2010, retour de l'État avec la Société du Grand Paris, mais sur cet aspect métro du Grand Paris, 200 km de métro, et par ailleurs un désinvestissement et je trouve une forme de désintérêt parce que Nicolas Sarkozy, quand il est élu en 2007, dit on ne peut pas avoir de projet pour la France, on n'a pas un projet pour le Grand Paris. François Hollande dit on fera le Grand Paris, mais ça sera selon ce que veulent les élus. Et Emmanuel Macron en 2017 qui dit oh là là, tout ça, ça ne va pas du tout, je vais modifier tout ça. On est en 2021, le quinquennat se termine, il n'y a eu aucune évolution institutionnelle dans ce sens, et surtout pas d'intervention, pas d'initiative. En tout cas, je ne dis pas qu'il faut un retour de l'État au sens de, je ne sais pas, des années 60 ou autres, mais ça manque fortement de coopération entre les collectivités locales qui sont extrêmement nombreuses et l'État. C'est ce qu'on parle, c'est effectivement ce millefeuille administratif. Je vous laisse répondre, Alors, Patrick juste Gallès. pour le plaisir de la discussion, je vais être un tout petit peu nuancé ce que dit Pierre, mais pour qu'on puisse discuter. D'abord, pour moi, il n'y a pas eu de retrait de l'État. C'est pas vraiment ça. On a eu les réformes de décentralisation, et sur tous les territoires, il y a un repositionnement entre autorités locales et l'État. Et on a eu en Île-de-France, un peu plus tardivement qu'ailleurs, mais quand même, la montée en puissance d'une région, la région Île-de-France, qui donc, en fonction des lois de décentralisation, joue un rôle de plus en plus important. Donc c'est une Elle a pris des réorganisation compétences. et qui a pris donc des compétences régionales. Et donc on a un petit peu confondu parfois retrait de l'État et simplement montée en puissance de la région Île-de-France, qui joue un rôle et qui a des politiques et qui a été très active. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je le dis toujours à mes étudiants, mais quand on parle de retrait de l'État, vous voyez, quand on regarde les chiffres en termes de dépenses publiques, on a eu zéro retrait de l'État. On a eu une augmentation continue du poids de l'État dans le PIB, et y compris en termes de redistribution sur les territoires. Il y a un livre de Laurent Davezy qui le dit très précisément. Donc, dont parle Pierre, c'est vraiment la vision stratégique de l'État par rapport à ce qu'il veut faire de la région parisienne. Mais bien sûr, on a un État aussi qui, comme dans les autres États européens, se réorganise. C'est-à-dire que c'est un État qui joue un peu différemment la distance et la proximité. D'un côté, il y a un retrait de certaines politiques et de gestion directe, et on sait que tout l'appareil d'État territorial a été en retrait partout sur le territoire en France, ce qui n'est pas absurde vu la décentralisation, mais que de l'autre, on a eu d'autres formes de recentralisation par les finances, par le droit, c'est donc Bercy, le ministère de l'Intérieur, qui joue un rôle plus important sur tout un ensemble de sujets. Donc ça veut dire que l'action de l'État sur ce territoire francilien, il prend des formes différentes. Là où Pierre Mansart a entièrement raison, c'est qu'on n'a pas eu une vision stratégique très claire de ce qui voulait être fait, et ça reste une question. Mais c'est aussi plus compliqué politiquement aujourd'hui pour les élites de l'État d'imposer tout un ensemble de choses dans un système décentralisé. Donc moins de responsabilité ou de main directement dans l'aménagement, mais plus une façon indirecte, en tout cas, de soutenir les politiques locales. De façon indirecte, ou par des contrats, ou par des directions, et aussi avec des échecs. Et là où je soutiens complètement ce que dit Pierre, il y a eu des échecs de gouvernance de la région parisienne, sous-investissement de l'État en Seine-Saint-Denis, ça a été montré très précisément maintenant, échec relatif dans la question des transports collectifs à l'échelle de la région. Il y a quand même eu un paquet de politiques où le type de gouvernance plutôt piloté par l'État jusqu'aux années, disons, aux années 90, a quand même produit tout un ensemble d'échecs. Et ces échecs-là, il faut les retenir et en faire du positif. Quelle est votre vision? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Vous aurez la même question aussi, Pierre Mansart.
Alors moi je dois vous dire que comme je travaille sur les questions urbaines et donc j'ai affaire avec beaucoup d'urbanistes, la question de la vision, je fatigue un peu. Vous savez, donc je dis toujours, il y avait une vieille phrase de John Galbraith, qui était le conseiller de Kennedy, qui disait "When you have a vision, see a doctor." Et ben voilà, quand vous avez une vision, allez voir un docteur. Donc la vision, si vous voulez, il faut faire un peu attention. On est comme dans toutes les villes mondiales, les États ont beaucoup de mal. Donc encore une fois, c'est des choses qui sont très françaises, mais vous avez le même problème. Le gouvernement anglais est très embêté avec le Grand Londres. Donc on retrouve les mêmes choses dans tous les États centralisés. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des tentatives pour essayer, avec des initiatives qui viennent des élus, autour des autorités locales qui existent, les groupes d'intérêt qui peuvent être divers et variés, des associations, des habitants qui essaient de donner leur avis, des municipalités, de trouver des formes qui vont permettre un peu plus d'efficacité dans l'action collective. La région joue évidemment un rôle important. La métropole du Grand Paris essaye de jouer un rôle. Ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien pour plein de raisons. Ils ont très peu de gens, très peu de personnel et très peu de budget propre. Donc ils ont quand même beaucoup de mal à exercer leurs compétences. On voit des établissements publics territoriaux qui prennent des responsabilités, mais c'est très très variable selon les EPT. Des départements qui ont des points forts et des points faibles. Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de difficultés aussi avec ces départements. Donc, on essaye de trouver aujourd'hui une voie de sortie qui va faire ça. On aurait pu imaginer qu'avec le projet du Grand Paris Express, les Jeux Olympiques, la création de la métropole du Grand Paris, les nouvelles gares, la suite de ce qui sortait du Paris Métropole qu'avait coordonné Pierre Mansart, on pouvait espérer que tout ça permettrait un peu plus rapidement d'arriver à des arrangements qui peuvent être diverses. Moi, je n'ai pas une bonne formule. Je pense qu'il y a 3 ou 4 qui sont possibles. Et puis après, il faut voir comment on les met en œuvre, la mise en œuvre. Aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt avec chacune de ces organisations qui est dans son silo. Et les capacités d'organisation aujourd'hui, collectives, ne sont pas très fortes. Ça ne nous empêche pas quand même de faire le Grand Paris Express, qui n'est quand même pas un petit sujet. Il y a quand même plein d'endroits où on n'arrive pas à faire ces grands projets de transport. Demandez à Londres quand feront-ils leur Crossrail 2. Je veux dire, c'est pas pour tout de suite. Donc c'est quand même, on a quand même des capacités à faire des choses. Sur les transports, c'est le cas. On voit bien que c'est compliqué sur le logement aujourd'hui. On voit bien que sur plein de politiques, on pourrait faire beaucoup mieux. Mais j'insiste sur le fait que c'est pas catastrophique non plus la région parisienne. Vous voyez, c'est pas dans plein de villes dans le monde. C'est des grandes villes très compliquées à gouverner. Il y a plein de gens qui arrivent, il y a des très fortes inégalités, il y a plein de groupes très dynamiques économiquement. Donc, organiser tout ça, c'est toujours compliqué. Dans le cas français, on investit beaucoup d'argent public, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'autorités locales, il y a des grandes capacités politiques. On a le sentiment qu'on pourrait faire mieux. Et c'est ça qui est pas vraiment en train d'émerger. Et là où Pierre Mansart a raison, c'est que le gouvernement actuel, après avoir dit qu'il allait faire des grandes choses, finalement, n'a absolument rien fait. On a un quinquennat. En même temps, oui, on sait très bien que parfois il arrive que ces réformes ont des effets électoraux. Donc si vous pensez que vous n'avez aucun gain électoral pour votre parti dans ce type de réforme, pourquoi prendre tous les coups et prendre toute l'impopularité politique si vous n'avez aucun gain? C'est toujours le grand danger. On parle des maires bâtisseurs, maires battus, on parle de ce genre de grands projets et effectivement ça ne retourne pas dans les urnes. Pierre Mansart, je vous laisse réagir à cela aussi. C'est un plaisir de discuter avec Patrick parce que son sens, sur sa très grande connaissance et sa connaissance internationale, son sens de la nuance est très utile parce que j'ai tendance effectivement à être un peu cash. On hérite quand même de situations très compliquées. Par exemple, l'absence d'investissement là qui est vérifiée de l'État dans les transports collectifs pendant près de 40 ans, qui a conduit à une situation extrêmement dégradée des RER. Aujourd'hui, même malgré les efforts que l'on produit, on est très loin du compte. Et là, c'est des millions de personnes qui les utilisent tous les jours et qui se trouvent en grande difficulté de transport dans une métropole qui est une des plus productives du monde et qui a une richesse intellectuelle, patrimoniale, touristique, économique, culturelle absolument incroyable. Et en même temps, toutes les études, et là c'est pas un tropisme politique, toutes les études récentes de l'Institut de l'IAU d'Île-de-France, de l'APUR, etc., montrent qu'après 10 ans de montée des inégalités continuent de croître, mais des inégalités extrêmement graves. Et donc, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement le temps. Il y a une forme d'urgence pour la qualité de vie des habitants en matière d'adaptation au changement climatique, d'adaptation, de lutte contre la pollution atmosphérique et phonique, dans l'accès à la santé,
vérifiés par le Covid. Dans la crise du logement, pas seulement en quantité de logement, mais en qualité de logement. On voit bien que la régression de la qualité du logement est considérable dans notre pays et tout particulièrement dans la métropole parisienne. En matière de rapport avec les espaces naturels et les espaces avec les fleuves et les rivières, la Seine, la Marne, etc., avec les espaces agricoles, on voit bien qu'il y a on pourrait multiplier les exemples en matière de santé. L'Agence régionale de santé a publié il y a 3 semaines, là, en pleine crise du Covid, une analyse sur l'espérance de vie qui montre des écarts de 15 ans d'écart d'espérance de vie au sein de la métropole parisienne. Donc là, il y a une forme, si on compare les 700 milliards de PIB que produit cette région métropolitaine tous les ans avec la réalité de la vie d'une partie des gens. Il y en a pour qui ça va pas si mal. Il y a des espaces urbains qui vont pas mal. Il y a des gens, évidemment, il y a des gens qui s'en sortent bien. Mais il y a, dans cette métropole parisienne de 12 millions d'habitants, ou peut-être plus même d'ailleurs, eh bien, il y a des sujets qui appellent une urgence d'action et donc une modification. Là, il n'y aura pas de modification institutionnelle avant le prochain quinquennat, donc, mais qui appelle des actes de coopération, d'initiative, qu'on arrive à surmonter. Pour ma part, je vais, à titre avec d'autres amis, on va essayer de poser des questions dans le cadre des élections régionales, puisque Patrick a raison, la région est une institution extrêmement importante, elle a compétence sur l'aménagement urbain à travers le schéma régional d'aménagement, dont elle a pris le lead dans les années 2006-2007, en matière de transport, en matière d'université, en matière de lycée, en matière d'environnement, en matière de protection des sols, etc. Donc, je pense qu'il y a à la fois se projeter dans des systèmes de gouvernance innovants. Il faut de l'innovation. On ne peut pas être dans le bricolage. Je pense qu'il faut de l'innovation au regard de l'ampleur des sujets qui nous sont posés. Et en même temps, essayer très vite de poser des actes concrets qui tendraient à essayer d'améliorer la vie des gens dans un certain nombre de domaines. Moi, je suis assez d'accord avec ça, hein. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez en termes oui, d'intercommunalité, il y a toujours deux visions. Il y a l'idée qu'il vaut mieux avoir des intercommunalités de maires, hein, qui coordonnent, ça crée du consensus et ça permet de faire des formes d'action collective. Et c'est vrai que dans un certain nombre de cas, ça a produit des effets assez importants et ça a été positif pour pas mal d'endroits. Mais à l'inverse, il y a des moments ou des périodes où les enjeux sont tels que le risque d'une intercommunauté de maires, un peu comme la MGP ou d'établissements intercommunaux, a pour effet d'empêcher la capacité d'action. C'est une histoire d'échelle, une histoire de taille finalement. De taille et d'enjeu à certaines périodes. Et là où je serais d'accord un peu avec Pierre Mansat, c'est qu'on est quand même dans une période où il ne faut pas mollir, quoi. Hein, moi, j'avais écrit un papier sur la vie de tempête sur les territoires. On est dans une période où les grandes métropoles comme Paris sont les problèmes pour plein de sujets, et ils viennent d'être évoqués, mais c'est aussi là que vont s'élaborer les solutions. Donc si on n'élabore pas des solutions importantes dans les années qui viennent rapidement, c'est vrai pour Paris, c'est vrai pour d'autres grandes villes mondiales, on va vraiment avoir des soucis. Donc on est plutôt dans une période où il faut vraiment mettre en œuvre des grandes capacités d'action collective et des grands projets. Et puis j'ajoute un autre point, c'est qu'on insiste beaucoup sur la dépolitisation. On voit bien que même aux élections locales, on a moins de gens qui votent. Et le consensus, parfois, ça a du bon. Parfois, le consensus, ça veut dire aussi qu'on dépolitise et qu'on laisse un peu une dimension plus technocratique de l'action publique. De temps en temps, c'est important aussi d'avoir des alternatives. Et moi, je pense que non seulement il y a la question des périmètres à voir et trouver des organisations institutionnelles, mais aussi d'avoir des élections au suffrage universel et des vraies alternatives politiques qui permettent d'avoir du débat. Parce que le problème, c'est pas le conflit. Oui, il y a plein de gens qui disent gouvernance, c'est pour faire du consensus. Mais ça dépend. Le conflit, c'est sain pour plein de choses. Ça fait émerger des alternatives. L'important, c'est la régulation du conflit. C'est qu'après le conflit, on trouve des manières de créer des choses et de faire des compromis. Et là, c'est un peu le risque qu'on voit à la MGP aujourd'hui. Hein, c'est un peu le risque. Donc moi, je pense que, un peu comme dit Pierre, c'est un peu une période où on a besoin de vraiment transformer un certain nombre de politiques, d'accentuer la transition écologique, de saisir à bras-le-corps la question des inégalités, de s'interroger sur les questions d'innovation et de capacité à penser des formes de croissance différentes. Et ça passe par des vraies mobilisations collectives de tout type d'acteurs. La dimension institutionnelle, c'est un bout de l'histoire, hein. Et vous avez parlé des problèmes de la MGP, vous avez aussi évoqué le silotage finalement décisionnel.
plusieurs accords ont été passés, tantôt entre la MGP et la SGP. Est-ce que finalement il ne faut pas renouer le dialogue et faire en sorte que ces grandes institutions finissent par continuer à travailler main dans la main, ou en tout cas essayer de se forcer? Le dialogue, il existe toujours, hein, faut pas non plus caricaturer. C'est-à-dire que ces institutions, ces gens, ils se rencontrent, ils essaient de faire en sorte qu'il y a quand même un minimum de cohérence, surtout dans un ensemble de choses. Mais au-delà des accords formels ou des contrats, on ne voit pas dans la région parisienne une stratégie véritablement sur tout un ensemble de grands enjeux où on pourrait un peu plus mobiliser dans la même direction un ensemble de grands acteurs, hein. La région le fait un peu, la ville de Paris a une stratégie assez claire. Ensuite, c'est quand même assez fragmenté et on a un héritage avec une myriade de communes qui sont maintenant regroupées dans les EPT plus ou moins. Voilà. On a une intégration pas très forte des intérêts économiques. Donc, c'est quand même une région qui est assez divisée, hein. Et on a Ou en un tout État, cas comme on l'a inégal, dit, ou a pas servi à la même enseigne. voilà, avec des très fortes inégalités, mais comme dans toutes les grandes métropoles mondiales, hein. Donc la question, c'est il faut pas que ça s'accroisse. C'est la région parisienne. On voit bien qu'il y a à la fois de la moyennisation sur plein de choses, et puis il y a aux extrêmes, on a les inégalités qui s'accroissent. Et la question, c'est est-ce que les extrêmes vont devenir le centre, ou est-ce que ce qui devient la moyenne centrale va plutôt réussir à rogner les marges? Et c'est le scénario le pire qui est en train de se passer en ce moment. Donc on a un peu ces différents éléments, mais ces grandes organisations, elles ont leur propre agenda, elles ont beaucoup de choses à faire. Donc la mise en coordination, vous voyez, on parle toujours de ça, partout dans le monde, dans n'importe quelle grande ville, les gens vont dire « Ah, ma ville est ingouvernable, il y a trop d'organisations chacune de leur côté ». Donc il ne faut pas être naïf, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est vrai que là, c'est pas si mal que ça, on arrive à faire tout un ensemble de choses, mais il y a vraiment des problèmes importants, urgents, et que si on ne s'occupe pas de ça rapidement, ça va avoir des effets de long terme. Donc c'est vrai que c'est maintenant qu'il faut un tout petit peu retrouver une capacité d'action collective et de mettre en œuvre des politiques publiques. En tant qu'ancien élu, Pierre Mansart, vous acquiescez et vous pensez que ça reste réalisable? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Patrick sur l'idée de, je ne sais pas si c'est le terme qu'il utiliserait, mais de repolitisation du sujet. Parce qu'en fait, depuis 20 ans que je traîne mes guettes dans cette histoire, je trouve qu'il n'y a jamais eu possibilité d'avoir un débat de fond vers quelle société urbaine veut-on aller? Qu'est-ce qu'on partage dans cette société urbaine? Qu'est-ce que la métropolisation entraîne, à la fois comme opportunité extraordinaire, le rapport au monde, il y a voir les étudiants, la culture, les échanges de business, etc. Et en même temps, la métropolisation, on le voit bien, c'est l'exemple que donnait Patrick, elle a besoin d'être encadrée, régulée, orientée, parce qu'elle peut produire des effets dévastateurs, des effets d'ultra-spécialisation ou d'aggravation des inégalités. Or, ce débat, il n'a jamais été possible. Et c'est dans ce sens-là que je trouve qu'il y a une urgence de repolitiser, qu'effectivement, le suffrage universel, sur la base de projets politiques, est la bonne solution pour départager tout ça. Et que le consensus, évidemment, ne permet pas de... Mais je suis entièrement... Je ne vais pas répéter ce qu'a très bien dit Patrick. Je crois qu'il y a deux aspects quand même qui nous posent un problème. C'est, ça va faire hurler beaucoup, mais je pense que l'extrême imbrication de la métropole parisienne, du point de vue de la vie des gens, que ce soit le rapport domicile-travail, que ce soit les pratiques commerciales, les pratiques culturelles, les pratiques de loisirs, les pratiques sportives, etc., appelle à dépasser la sphère communale ou même les petites sphères intercommunales qui, à l'exception de 2 ou 3 pleines communes, restent ensemble, n'arrivent pas vraiment à produire de la politique commune dans l'intercommunalité, dans les EPT. Donc moi, je pense qu'il y a une dimension qui est importante, c'est de passer une dimension qu'on pourrait appeler supracommunale, et qui ne peut être assise que sur le suffrage universel, que sur une volonté politique, qui ne peut pas s'imposer aux communes, mais qui doit être issue de la volonté populaire par le suffrage universel. Moi, je pense que c'est vraiment indispensable. Sinon, on va vers si on prend que l'immobilier de bureau, on va vers une situation qui est dingue. Déjà avant le Covid, les projets immobiliers de bureaux étaient hallucinants dans le Grand Paris. 15 millions de mètres carrés de bureaux prévus autour des gares et dans tous les projets, c'est déjà invraisemblable. Et là, ça continue. Et alors que la crise sanitaire, quand même, réinterroge massivement le système tertiaire, les systèmes de bureaux et tout ça. Donc, qu'est-ce qui va
qu'est-ce qui va se passer? Soit chacun en prend conscience et on peut se baser que sur la bonne volonté des maires, etc. Ou alors on décide quand même de prendre les choses avec une vision plus large, plus unitaire. Et c'est dans ce sens que je pense que l'État pourrait jouer un rôle, non pas en tant qu'organisateur, mais en tant que facilitateur du débat autour de l'intérêt collectif. Et alors là, si je peux juste je vais faire mon Allez-y, chercheur je de vous en base, prie. je vais faire mon chercheur de base pour discuter un peu avec Pierre. Ça, c'est un scénario. Mais en fait, tout scénario a ses risques. Et on ne sait jamais si c'est les risques qui vont se matérialiser ou pas. Et le risque d'une métropole avec beaucoup de capacités unitaires, un élu important, ça peut aussi avoir des résultats qu'on n'attend pas. C'est-à-dire que ça peut avoir un effet de très forte bureaucratisation. On a plein d'exemples dans le monde où des métropoles qui ont joué ce rôle-là ont conduit à une très forte impuissance publique par faible efficacité et trop forte bureaucratisation. C'est arrivé dans pas mal d'endroits. On a même vu des métropoles où lorsqu'on a fait on a accumulé de la capacité politique et la faire à ce niveau-là, ça a conduit à détruire certains services qu'on n'aurait jamais voulu détruire, ou même à faire de la corruption à très grande échelle. Donc c'est un risque aussi qu'il faut avoir en tête. Ça dépend de qui sont les gens qui vont s'en occuper et ce qu'ils vont mettre en œuvre. Le risque, vraiment, on est quand même dans une période, et on connaît le cas anglais, par exemple, on a fait des grandes métropoles à un moment donné, mais pas élues au suffrage universel direct, et après on a voulu réinventer des espèces de communes parce qu'on n'avait plus du tout de lien. Donc c'est trouver cette articulation qui aujourd'hui, on a besoin d'agilité, on a besoin de trouver un équilibre entre la région, parce que même la métropole dense, il me semble qu'elle a vraiment un intérêt, qu'il y a des enjeux importants à cette échelle-là, mais de plus en plus en lien avec les territoires autour. Donc il faut trouver une articulation, et il y a plusieurs scénarios possibles, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la manière de le penser. Et je pense que dans ce scénario, moi je ne suis pas contre le consensus, hein, c'est pas ça que je voulais dire, mais en tout cas, dans certaines périodes, on a besoin de faire des choix plus importants, et il me semble que c'est le moment en ce moment. D'accord. Revenons sur la métropole du Grand Paris et sur les grands projets. Il y a quand même une échéance, on peut dire, en tout cas une échéance pour Paris ou pour la métropole de briller, c'est celle des JO, donc 2024, une date peut-être un peu coup près. On sera prêt ou on ne sera pas prêt? Bon, mais oui, on sera prêt, j'ai aucune inquiétude là-dessus, hein, vraiment. Vous savez, dans mon livre sur gouverner la métropole parisienne qu'on vient de faire, on insiste sur le fait que quand même sur tout un ensemble de grands projets, on sait encore faire. Et sauf erreur de ma part, si j'ai bien lu les communiqués de presse de ces dernières semaines, l'organisation chargée des Jeux, la Solidéo, ils ont l'air de dire qu'ils sont à peu près à jour, surtout alors, si le troisième confinement ne se multiplie pas par deux, tout a l'air à peu près sous contrôle, il n'y a pas d'alerte, il semblerait qu'ils soient capables de faire. On est quand même dans un pays où on sait encore organiser des grands événements et on a suffisamment de ressources, y compris pour une fois, y compris de bureaucratie centralisée, de hauts fonctionnaires de très grande qualité qui travaillent avec des élus qui savent faire. Et sur ce genre de grands projets, je pense qu'on est encore capable de faire des choses et on saura faire. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. D'accord. L'héritage, il faut qu'on travaille sur ce qui va rester derrière. L'héritage, oui. Ça peut poser plein de problèmes, les Jeux Olympiques. Voilà, après, il faut discuter du projet. Mais le fait qu'on le soit prêt et qu'on le fasse, vraiment, je ne vois pas de raison d'être inquiet. On a des entreprises qui savent faire, des hauts fonctionnaires qui savent faire, et des élus qui sont mobilisés. Donc, a priori, après, qu'on soit content ou pas content, c'est un autre sujet. Mais qu'on soit prêt, ça, je n'ai pas tellement d'inquiétude, non? D'accord. Pour Pierre Mansart non plus? Pas d'inquiétude? Oui, sur les délais, d'autant que comment dire, les JO ne nécessitaient pas énormément de réalisation. Le village olympique, la piscine olympique, une aréna à la porte de la Chapelle. Voilà. Mais la question, c'est la suivante, c'est l'héritage. Et les Jeux olympiques ont toujours été, dès le début, présentés comme un moyen, un levier pour la Seine-Saint-Denis pour monter en puissance sociale, enfin en amélioration. Et donc c'est sur ça qu'il faut être extrêmement vigilant, sur les équipements sportifs de pratique quotidienne en Seine-Saint-Denis, sur le sport amateur, sur la formation, les éducateurs sportifs, etc. C'est dans ce sens-là, je pense, et la participation des jeunes au projet. C'est sur ça, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant, où il y a sans doute beaucoup encore à faire. À qui est-ce que je peux laisser le mot de la fin? Ou est-ce que je vous laisse à chacun un mot de la fin? Clairement ça. Allons-y, Pierre. Non, Patrick. Hop. Non,
Je ne suis pas assez qualifié, sans doute, pour émettre une opinion précise en matière d'évolution institutionnelle. Ce que je pense, c'est qu'il y a un maître mot dans la métropole, c'est la coopération. Donc, il faut trouver aujourd'hui des formes de coopération qui produisent de l'intérêt général et qui permettent de lutter contre les inégalités qui menacent vraiment, qui minent la dynamique de cette métropole parisienne. Merci Pierre Mansart. Écoutez, Patrick Le Gallès. si on est un peu optimiste, on peut dire que d'abord, on voit des investissements majeurs qui sont en train de se faire. Donc même si tout ça n'est pas totalement coordonné en termes de gouvernance, si l'héritage des Jeux est ce qui est marqué sur le papier, si on arrive à faire le Grand Paris Express dans des conditions pas trop mauvaises d'ici pas trop longtemps, si on arrive à développer un peu des stratégies régionales sur certains des enjeux qui ont été évoqués, du logement en passant par le transport et la biodiversité et la transition écologique, on voit quand même qu'il y a une mobilisation qui est en train de se faire un peu dans le désordre, mais on voit pas mal de choses qui vont un peu dans ce sens-là. Ce qui va être plus compliqué, me semble-t-il, ça va être un peu la question des inégalités et de l'évolution de la dynamique d'ensemble. Ça va être un enjeu énorme pour toutes les grandes villes. Et ça se voit aussi en termes de sécurité. Les inégalités, ça a plein d'effets sur la qualité des services hospitaliers, d'éducation, des services publics pour l'ensemble des populations. Et probablement dans la concurrence mondiale des grandes villes mondiales, alors je sais très bien qu'il faut penser à l'ensemble des territoires, mais les villes mondes aujourd'hui sont le moteur, elles sont le problème et elles sont la solution. Donc il faut aussi penser en ces termes-là, et que là, on voit qu'il y a une différenciation qui est en train de se faire. C'est pas vrai que toutes les grandes villes réussissent très bien. Il y a des grandes villes qui réussissent très très bien, qui creusent l'écart avec les autres, et d'autres qui sont en perte de vitesse. Et clairement, la ville, elle a besoin d'avoir des limites à ces inégalités et que sa dynamique soit relativement organisée et gouvernée jusqu'à un certain point. Et donc ça, on n'y est pas encore. Mais tant qu'on arrive encore à investir et à faire des grands projets, on doit accélérer ça et innover. On est un peu au milieu du gué. À voir. 2030, on aura une idée assez précise. Au final, une image quand même assez positive de la part de vous deux, avec bien évidemment quelques dangers. Je vous remercie, Pierre Mansart, Patrick Le Gallès. Le live du Forum des projets urbains continue. Restez avec nous.